Je m'approche de la fillette en larmes et je la vois courber le dos pour essayer d'échapper au tapotement de ma main, résignée cependant, n'osant me supplier de ne pas la toucher. Cette attitude me déprime passagèrement. Est-ce que tout recommence déjà? Je passe la main sur son dos étroit, sur ses omoplates frissonnantes, sentant les battements fous de son petit cœur d'oiseau terrifié. « Allons, je murmure, allons, personne ne va te faire de mal. » « Vous verrez, dit-elle, vous verrez. » Elle renifle, se secoue doucement. Il me semble qu'une affection remplie de pitié et de désespoir inonde ses yeux de larmes dès qu'elle les lève sur moi. Mais je décide que rien de torve ne doit influer, aujourd'hui, sur ma nouvelle façon de considérer la situation. Je frappe mes mains l'une contre l'autre et annonce joyeusement à mes élèves qu'ils peuvent sortir jouer dans la cour et y rester jusqu'à l'heure de quitter l'école. Je ne peux me retenir d'ajouter « Puisque vous avez été si sages aujourd'hui !» Aucun d'eux ne crie de plaisir, d'excitation, de gratitude étonnée, ainsi qu'ils l'auraient fait quelques mois plus tôt. Ils hésitent un peu avant de se lever, comme pas du tout sûrs que ce soit une bonne idée, ni qu'ils soient obligés de m'obéir, puis quelques-uns sortent de la classe avec une espèce de prudence embarrassée, et les autres, maladroitement, suivent. Je vois un garçon jeter un furtif coup d'œil vers ma chaise, mon bureau. J'essaie de voir, moi aussi, que regarde-t-il? Il a rougi avant de devenir soudain très pâle. Mon Dieu, qu'a-t-il regardé? Que voit-il tous que je ne vois pas? Que connaissent-ils donc que je ne connais pas? Où étais-je tout ce temps, quand il s'est agi de voir et de connaître? Et je remarque que tous évitent de passer trop près de l'estrade où se trouve mon bureau, et comme cependant ils ne peuvent faire autrement que de longer l'estrade pour atteindre la porte, je pense brusquement que c'est peut-être la raison de leur manque d'empressement pour sortir jouer. Il y a là quelque chose, dans le coin de mes affaires, qui les effraie plus que tout. Comme ces enfants sont bizarres, et comme il sera long, délicat de leur faire retrouver à mon égard un comportement naturel, de leur faire oublier que j'ai été dépréciée, voire haïe, et que peut-être je l'ai cru assez puissamment, que nous étions dépréciés et haïs, pour transformer la vision que nos élèves ont de nous. Oui, ainsi, tout est notre faute. La responsabilité de cette monstrueuse incompréhension, elle nous revient à nous deux, mon cher ange et moi. Nous avons été orgueilleux, excessivement fiers de la qualité de notre travail, nous avons été certainement hautains et dédaigneux, et les signes par lesquels on nous exprimait que nous étions déplaisants, nous en avons absurdement amplifié l'importance et le danger, encore par orgueil. Mais pourquoi, me dis-je, une telle blessure infligée à Ange? N'est-ce pas réel, cela? Ange a provoqué cette attaque. Puis il a aggravé sa blessure volontairement. Ou bien il n'y a pas eu d'attaque et c'est Ange qui... Il n'y a rien eu du tout peut-être, qu'un accident qui a projeté Ange, accoutumé au contrôle absolu de son existence, dans l'égarement. Je prends du temps pour ranger ma classe, aussi soigneusement que si je ne devais jamais revenir. La cloche sonne, j'enfile mon manteau, sentant quelque chose d'insolite, d'indéfinissable, mais l'effaçant aussitôt du champ de ma perception. Je soulève mon gros cartable à souffler et sors de la cour, mon manteau fermé jusqu'au cou car il fait si froid, affichant un sourire ferme. Les verres embués de mes lunettes m'obligent à considérer toute chose avec une certaine distance ouatée. Est-ce pour cela que je ne remarque pas tout d'abord à quel point je suis isolée? À quel point est vaste tout autour de moi l'espace vide, comme si, me dis-je bien plus tard, j'avais au bout de mon bras non pas un cartable, mais une grenade dégoupillée. Mais je ne remarque rien, ou à peine, et je suis si résolue à ne pas laisser échapper ma bonne humeur, ma volonté de changer radicalement d'angle de vue, car notre interprétation spécieuse de la réalité nous a causé tant de mal, tant de peine inutile, qu'il faudrait ce soir-là des vicissitudes bien plus manifestes pour me faire dévier de ma ligne heureuse. Je suis très légèrement essoufflée, comme chaque fois qu'un brouillard dense comprime la ville. Je ressens alors péniblement le poids de ma chair excessivement abondante,
Quoique bien tenue dans mes vêtements élastiques et sombres, cette masse surprenante de mon corps qui s'est développée au long des années sous mon regard vaguement amusé, étonné, condescendant. Il ne s'agit pas exactement de moi, plutôt d'un voisin que j'aurais bien aimé, mais dont il me faudrait assumer envers sa destinée une responsabilité encombrante, ennuyeuse, obscurément rabaissante. Oh mon corps, quel intérêt, me dis-je avec un peu de suffisance. Mais ce soir-là, je suis essoufflée. Je m'engage sur le cours du chapeau rouge. Là encore, est-ce le brouillard qui me détache du reste des passants? Est-ce que j'y vois mal ou bien réellement s'attache-t-on à se tenir à l'écart de ma personne haletante? Le tramway passe tout près de moi, muet et presque invisible dans l'atmosphère blanchâtre. Le tintement de sa sonnette semble happé par l'air soudain quasi palpable. N'en demeure qu'un son grêle, garrotté, et je ne jette pas un coup d'œil à l'intérieur, redoutant d'y découvrir des visages pétrifiés, de pauvres êtres dont les yeux exprimeraient je ne sais quelle incompréhension effarée à ma vue. Ne serait-ce pas mon manteau qui pose problème, me dis-je tout d'un coup. Je repense à mes élèves, au pas de côté qu'ils ont tenté de faire en s'approchant de l'estrade où se trouvaient mon cartable et mon manteau. Un malaise diffus m'étreint le cœur. Continue de marcher, me dis-je, continue comme si de rien n'était. Mon manteau me paraît pesant aux épaules. Continue de marcher, sourire aux lèvres. J'arrive enfin dans la rue Esprit des Lois, déserte. Je pose mon cartable sur le trottoir, puis avec des gestes lents et calmes, sans me départir de ce sourire poli qui assurera aux voisins, peut-être cachés à mes pieds derrière leurs fenêtres, que tout va pour le mieux maintenant, je retire mon manteau. Je le déploie à bout de bras devant mes yeux. Le choc est tel que je titube. Je sens les coins de ma bouche s'abaisser. Ma mâchoire se met à trembler. Oui, 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 me dis-je, reprends-toi. Je plie soigneusement mon manteau de mes mains frissonnantes. Je garde assez de sang-froid pour envelopper dans le tissu les bouts de chair qui y sont accrochés. J'en fais un gros paquet. Je reprends mon cartable et marche ainsi jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Je tiens mon manteau serré sous mon bras, bien qu'il fasse si froid, encore plus froid qu'auparavant.